parmi les affaires qui nous ont marqués, il y a en 2021 une entreprise que je vais citer qui s'appelle Daedalus Biologie qui manipulait des données, en l'occurrence des données pour 500 000 de Français, des données de santé, donc des données au sens du RGPD qui sont considérées comme sensibles. Et dans le cadre d'une opération technique, en l'occurrence une migration pour des clients, ces données ont été exposées sur Internet, on va dire, pour simplifier. Et donc ça, c'est une affaire qui nous a marqué parce que des données aussi sensibles pour une telle quantité de gens, c'est un événement qui déjà se produit pas tous les jours, heureusement, et surtout qui est susceptible d'engendrer des conséquences importantes pour les personnes en question. Donc en l'occurrence, ça a justifié une amende, mais relativement modeste finalement pour l'entreprise en question, mais surtout ça a suscité une réponse sous la forme il faut absolument éviter que ça se produise. Et donc il faut absolument qu'on replace les curseurs en termes d'exigence de sécurité au bon niveau par rapport au risque. Et ça fait par exemple... c'est pour donner un petit peu une idée de la manière dont on travaille. On a parfois en réaction à ça non seulement une action répressive, mais aussi une action après d'accompagnement, au sens où cette fois-ci, on va publier une recommandation qui dit aux acteurs, voilà, en fait, quand vous êtes dans un cas comme celui-là, voilà ce qu'on attend de vous, et c'est pas la même chose que ce qu'on attend d'une petite collectivité ou d'une PME qui doit garantir un niveau minimal. Oui, parce que là, on va sanctionner finalement une entreprise qui est déjà victime. Donc, on sanctionne la victime, mais l'idée, c'est quand même de l'accompagner derrière pour que ça ne réarrive pas. Alors, l'idée, c'est d'accompagner toutes les entreprises qui vont être dans une situation donnée. De manière générale, les violations qui sont signalées à la CNIL n'engendrent pas de contrôle. C'est pas dans cette logique-là qu'on fonctionne. Alors après, beaucoup d'événements qu'on va recevoir en notification sont des événements qui après ou avant d'ailleurs, paraissent dans la presse. Et donc la CNIL peut choisir d'aller faire un contrôle par rapport à des informations qui sont publiques ou par rapport à des signalements. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien de cause à effet entre vous avez rempli votre obligation légale de signaler à la CNIL que vous avez eu un incident de sécurité. Donc vous allez vous faire accompagner. Et donc vous allez avoir un contrôle ou une sanction. C'est pas du tout dans cette logique-là qu'on travaille. En revanche, c'est vrai que quand on reçoit des notifications, alors évidemment on va dire l'axe, la première action que nous avons, c'est de vérifier à quel niveau de risque ces incidents correspondent. Par exemple, c'est pas pareil de dire vous avez un courrier qui a été envoyé par erreur avec une mauvaise personne à une mauvaise personne avec la notification de ses droits à la retraite, par exemple. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas le même niveau de risque que par exemple une grande fuite de données dans un hôpital. Quel est le risque concrètement dont on parle ? Et alors, le risque, il peut se concrétiser de différentes manières. En général, quand c'est un incident, il peut y avoir un risque de réputation, par exemple, des informations délicates sur vous, par exemple, le fait que vous soyez abonné à un site de rencontre. Si c'est votre voisin qui les reçoit ou des gens de votre cercle d'amis proches, ça peut être un peu gênant. Mais en fait, finalement, quand il y a une action malveillante, par exemple un pirate qui vient finalement à travers un phishing ou qui arrive à exfiltrer des données, lui, son intérêt, c'est de les vendre et de les vendre à des acteurs qui, derrière, vont monter, si je parle vulgairement, des arnaques. Et donc, leur but, c'est de gagner de l'argent. Donc, ils peuvent donc faire finalement, chanter des gens. Il y a un de ces risques, dire avec les informations des personnes, avec leur adresse mail, avec l'information de savoir s'ils ont souscrit un contrat chez tel fournisseur d'énergie, pouvoir lui faire un mail qui va lui dire qu'il a une facture à payer. Et mettre son RIB et récupérer l'argent. Voilà, donc ça, c'est un modèle d'arnaque qui fonctionne très bien, puisque derrière, il peut y avoir de l'argent pour l'attaquant. Et une dernière catégorie de risque qui est quand même assez aussi importante, c'est
l'usurpation d'identité. Donc cette fois-ci, quelqu'un peut se faire passer pour vous. Concrètement, s'il a retrouvé la copie de votre carte d'identité, qu'en plus il a le malheur d'avoir récupéré votre numéro de sécurité sociale, etc. Il peut construire un certain nombre de choses, notamment par exemple, il peut souscrire un prêt à la consommation. Ah oui, d'accord. Il peut ouvrir un compte en banque. Il peut. Alors, ouvrir un compte en banque, normalement, il ne devrait pas pouvoir, mais bon, peut-être qu'il peut y arriver. Donc voilà, il y a ce genre de risque très concret pour toutes les personnes qui existent. Une des grandes craintes de la fuite de données de voyageurs du monde, il me semble, il y a quelques temps, qui se sont fait exfiltrer un grand nombre de passeports, de copies de passeports. Oui, de copies de pièces d'identité. Donc là, tout à fait. le risque principal, c'était l'usurpation d'identité. C'était bien ça. Alors oui, ce risque existe dans un cas comme ça. Alors c'est vrai que nous, quand on est face à un traitement où il y a des pièces d'identité, on recommande toujours des mesures de sécurité supplémentaires, par exemple le fait que ce soit chiffré dans la base de données, etc. Que même en cas d'une fuite de données, par exemple, il ne soit pas facile de pouvoir récupérer ces pièces. Et l'autre élément sur lequel la CNIL travaille également, en lien avec d'autres acteurs, c'est comment est-ce qu'on sécurise davantage l'identification à distance et l'identité numérique. Donc la CNIL a publié d'ailleurs il y a quelques mois un dossier sur l'identité numérique pour donner un petit peu son point de vue sur ce que ça recouvre et les enjeux. Et donc avoir une identité numérique sécurisée, quelque part, c'est aussi une manière de rendre moins facile l'usurpation et donc de rendre moins dangereuse finalement certaines fuites de données. Vous avez là quelques conseils à nous donner ? Comment on protège son identité en ligne ? Alors, protéger son identité en ligne, quand c'est des pièces que vous donnez à une entreprise et que après il y a une fuite de données derrière. Alors évidemment, on peut dire vous aviez qu'à pas donner des informations sensibles à une entreprise qui les protège mal, mais ça évidemment les gens on peut pas le savoir à l'avance. Peuvent pas le savoir. Et puis tout le monde peut se faire attaquer un jour. Sinon on ne fait plus rien. Donc l'usurpation d'identité peut vous arriver. Donc c'est plus pratique, entre guillemets, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire une fois que ça arrive. Donc dans ce cas-là, évidemment, un conseil, c'est de surveiller ses comptes en banque, éventuellement appeler sa banque pour signaler que il y a eu potentiellement une fuite de pièces. Ça peut être, même si vous avez ce que vous faites quand vous perdez votre carte de crédit, vous appelez tout de suite pour faire opposition. Là, il y a un petit peu la même logique qui peut se mettre en place. Oui, parce que en général, l'usager a reçu un mail de la part de l'entreprise pour être notifié aussi de cette fuite de données. Il est mis au courant. Et alors, notre rôle, notre premier rôle, c'était, parce qu'effectivement, je n'ai pas terminé là-dessus, mais quand il y a un niveau de risque qui est jugé élevé pour les personnes, l'entreprise ou l'organisation qui était le responsable de traitement a l'obligation d'informer les personnes et de les informer de manière assez précise, circonstanciée de ce qui est arrivé et des risques qu'elles encourent en quelque sorte. Oui, donc pour qu'elles puissent mettre aussi les mesures en place, donc dont vous parlez là, peut-être faire opposition à une carte bleue, de donner quelques bons réflexes. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait la logique, avec évidemment la limite que si on informe tout le temps les personnes qu'elles ont un risque, que leurs données sont dans la nature, qu'il y ait une forme d'habituation. Ouais. Et ça, on souhaiterait l'éviter, puisqu'on veut que les gens restent sensibles finalement à ce sujet. Et puis parfois, on reçoit des mails comme ça, mais il n'y a pas trop de conseils qui sont donnés. C'est juste, vos données ont fuité, on est désolé, point. Qu'est-ce qu'on doit faire là, dans ces cas-là ? Il y a l'adresse mail, le nom qui a fuité, peut-être quelques données en plus, mais sans que ce soit de la donnée aussi sensible qu'une carte bleue, par exemple. Là, il n'y a rien à faire. Alors, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire de plus que d'habitude, je dirais, dans un cas comme ça, puisqu'il faut toujours se méfier des messages qu'on reçoit. Des mails de phishing, on en reçoit 15 par jour. Qui ont un caractère d'urgence, qui vous demandent de payer quelque chose tout de suite ou de changer un mot de passe tout de suite. Et qui viennent d'un expéditeur qui n'est pas forcément connu. Alors, c'est, on va dire, ça, c'est typiquement du phishing. En fait, des fois, ça peut être tellement bien fait que même un utilisateur relativement vigilant peut se faire avoir. Oui, tout à fait. Donc, personne n'est totalement à l'abri. Oui, complètement. Je confirme. Mais néanmoins, il faut avoir cette vigilance générale qui doit s'appliquer à tout le monde, quoi. Donc, c'est aussi un aspect d'éducation. Oui, puis il y a souvent aussi ce réflexe...
réflexe à aller changer ses mots de passe. Si c'était le même mot de passe que sur tous ces autres comptes, par exemple, si mon mot de passe pour accéder à mes données de santé sur ce laboratoire de santé, c'était le même que celui pour accéder à mes mails ou à d'autres services, il faut absolument aller le changer pour éviter de se faire pirater aussi sur les autres comptes. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques aussi appliquées derrière, j'imagine. Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs sur les mots de passe des recommandations que la CNIL met à jour de manière assez régulière, la dernière fois, l'année dernière. Et donc, cette recommandation sur les mots de passe, elle est relativement pratique. En fait, on vous dit c'est quoi un bon mot de passe, combien de caractères, quel genre de caractères. Et si jamais vous pouvez rentrer que 3 fois, alors peut-être qu'il peut être un peu plus court. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place en amont. Tout à fait. Là, on disait alors ça, toujours en réaction à une fuite de données. En amont, c'est pas toujours suffisant pour vous protéger, mais c'est déjà un bon début. Ce à quoi vous faisiez référence, c'est-à-dire ne pas mettre le même mot de passe partout, parce qu'effectivement, même si normalement vos mots de passe sont jamais censés fuiter, ça arrive. Et donc effectivement, si votre mot de passe c'est chaton75 sur tous les sites, ça va être assez facile pour quelqu'un qui a votre adresse mail d'accéder au moins à une partie des choses qui vous concernent. C'est rare que ce soit fait de manière ciblée. En général, les attaquants récupèrent des grandes bases de données et ils vont les essayer massivement sur tel ou tel service. Et sur 10 000 essais, il y en a 100 qui marchent et ça peut suffire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.